Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler point lecture avec tout ça. Je vous parlerai de Une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan, paru chez Pocket. On enchaînera sur deux livres que Julia m'a choisi pour le challenge saga en série avec La Maison des Secrets, le tome 4, Une mystérieuse disparition de Jacqueline West, paru chez Le Seuil. Un autre livre choisi par Julia avec Le cycle des secrets, le tome 2, Le don des géants de Manon Fargeton, paru chez Gallimard Jeunesse. On continuera avec une suite de sagas que je me suis choisie moi-même, Des jours de feu et de neige de Lisa Ludeke chez Ozu. La lecture que je viens à peine de terminer, il s'agit de Divine Rivalité de Rebecca Ross chez De Saxus. Et je terminerai avec Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic chez De Noël. Il est juste sous la fenêtre en fait, il tombe sous la fenêtre. Allez, on commence tout de suite avec une jolie lecture estivale avec Une saison à la petite boulangerie. C'est le second tome des aventures de Polly sur l'île de Mount Polbirn qui se trouve dans les Cornouailles. Dans le premier tome, Polly débarquait sur ce petit îlot où, il faut bien l'avouer, il ne se passe pas grand chose. En majorité, l'île n'est même pas accessible, il faut le faire à la marée, sinon vous êtes bloqué d'un côté ou de l'autre. Et Polly venait de quitter son chéri, quitter son emploi, sa société qu'elle avait créée avec son chéri. Et elle était un petit peu désœuvrée, elle a pris cet appartement au-dessus d'une boulangerie et elle, son truc, c'est la pâtisserie. Elle, quand elle va pas bien, elle pâtisse. Et voilà, elle avait pris la relève dans la boulangerie, etc. Là, on est sur un second tome qui voit la propriétaire de la boulangerie de Polly décédée et ses héritiers se remettre en question un petit peu toute l'organisation. Donc Polly va être épiée, va se voir contrainte de changer ses produits. Voilà, beaucoup de changements qui ne vont pas être très bénéfiques. Et donc voilà, c'est un petit peu le thème de ce second tome. On est avec une lecture estivale, pas prise de tête, qui fait le job. Polly a sa petite vie, elle habite dans un phare avec son nouveau chéri. Elle a un macareux en animal de compagnie. C'est une lecture toute mignonne, mais qui aborde quand même des thèmes assez durs. Le deuil, toute la thématique autour des marins et du travail de marin, parce que là il faut savoir que sur cette île la majorité des gens sont marins et dans le premier tome il y avait une énorme tempête et des gens étaient morts. Là c'est pareil, il va y avoir une tempête. Polly, habitant dans un phare, est responsable aussi un petit peu de ce qui se passe dans ce phare et le phare va tomber en panne, donc voilà, au sein d'une grande tempête. Bref, il y a quand même des moments qui sont beaucoup moins joyeux et voilà, il y a toute la thématique aussi de repartir à zéro avec Polly qui doit recommencer encore une fois sa vie, recommencer tout son travail, son métier, essayer de ramener du monde. Bref, quand on vous met des bâtons dans les roues, c'est pas évident, donc ne pensez pas que tout est beau, tout est rose sur cette île. Non, c'est plus compliqué et voilà, ça aborde des thématiques qui sont plutôt bien faites. Donc voilà, je vous conseille cette saga, je passe un très bon moment à chaque fois et il me reste un Noël à la petite boulangerie. Donc, vous vous doutez bien que je vais le choisir plutôt pour la fin de l'année. Ensuite, j'ai lu ce petit roman jeunesse. Pour rappel, nous sommes dans une saga où nous suivons Olive qui vient habiter une demeure très étrange, très glauque, une sorte de manoir avec des tableaux étranges au mur. Et elle va se rendre compte qu'il y a toute une histoire à cette maison, qu'une famille y habitait, qui utilisait une magie étrange. Elle trouve une paire de lunettes et elle se rend compte qu'elle peut voyager à travers les tableaux, qu'elle peut rentrer dans les tableaux grâce à cette paire de lunettes, et que des gens qui sont enfermés dans les tableaux, qu'il faut faire ressortir, cette ancienne famille de sorciers qui veut reprendre le manoir, etc. Ici, les parents d'Olive disparaissent. On est à Halloween, voilà, bon c'était pas vraiment la période pour lire ce roman, mais bon, après c'est un petit roman horrifique jeunesse, donc si on doit attendre Halloween,
je n'aurais pas encore fini cette saga. Et donc, Olive va rechercher ses parents, elle est persuadée que c'est son ennemie, Annabelle, qui est un portrait de la maison, qui est derrière tout ça, et qu'elle doit avoir probablement quelqu'un qui l'aide pour remettre la main sur la maison. Et voilà, Olive, accompagnée des chats, qui sont les gardiens de la maison, vont tout faire pour retrouver les parents d'Olive. Bon, c'était très court, très rapide, plus sombre, j'ai l'impression, que les autres. Voilà, on touche à des thématiques aussi qui sont pas forcément évidentes, et à la magie noire, tout ce que les gens sont capables de faire pour atteindre leur objectif, et Olive qui se retrouve dans tout ça, qui est un petit peu désemparée, mais qui ne se laisse pas faire. Les chats qui ne savent pas vraiment où vont leur fidélité, normalement au possesseur des lieux, en évitant que la famille de sorciers ne revienne, sauf que c'était leurs anciens maîtres aussi. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que c'est une histoire plus complexe que ça n'en a l'air. Et j'aime beaucoup cette petite saga. Il faut que je me procure le 5e tome, je crois que c'est le dernier, pour avoir le fin mot de l'histoire. J'aime beaucoup, on a des illustrations parsemées un petit peu comme ça dans le récit. Et bah écoutez, ouais, moi je vous le conseille si vous aimez la jeunesse, vous aimez les petits romans horrifiques. J'aime beaucoup cette saga que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert par hasard, et je suis contente de l'avoir fait. Je vais enfin pouvoir ranger ce roman dans ma bibliothèque. J'ai fait attention tout le long pour ne pas abîmer le jaspage. Et pourtant, vous voyez, là, il a perdu de la couleur. Bah oui, forcément, il est posé. Donc, quand je lis, c'était l'enfer pour lire ce roman. Parce que je l'avais posé. Pourtant, voilà, là, c'est... Voilà, vous voyez, il est abîmé. Là, c'est pareil. C'est abîmé pour l'ouverture. Bon, je suis dégoûtée, mais j'ai un jaspage qui est à peu près correct par rapport au premier tome qui est dégueulasse. Donc voilà, c'est un enfer pour le lire parce que il faut y faire hyper attention. Donc c'est un roman que je ne pourrais pas prêter. Clairement, c'est un roman qui va rester dans ma bibliothèque, même pour le relire. J'ai tellement galéré que... Donc voilà, Gallimard Jeunesse, si vous avez quelque chose à faire sur ce roman, ne réitérez pas le jaspage brillant. C'est pas possible. Impossible à lire. Pour ce roman, nous suivons pas mal de personnages. Ça va être compliqué de tous vous les dire, mais en gros, dans le premier tome, nous partions avec Equinox à bord de l'Astria, un bateau qui faisait voile après une grosse tempête. Les survivants ont réussi à accoster une petite île où ils ont trouvé un mystérieux masque. En le touchant, ils ont eu des pouvoirs grandioses. Ça a fait d'eux des immortels, et depuis ils foulent la terre en espérant rassembler des secrets. C'est une magie des secrets, donc plus vous avez de secrets qui sont connus de moins de personnes possible, plus vous engrangez du pouvoir, de la puissance. Si vous tuez un magicien porteur de secrets, la puissance vous revient. Donc le but d'Equinox, c'est d'engranger le plus de secrets possible, donc de pouvoir, pour pouvoir affronter ses anciens amis, ceux avec qui elle a vogué sur l'Astria, pour engranger encore plus de pouvoir. Voilà, le pouvoir appelle le pouvoir. Et donc on va être dans différentes histoires avec plus ou moins de secrets. Ici on va plutôt être avec Laura, qui dans le premier tome avait gagné sa place en tant que conseillère. Chaque peuple est choisi pour avoir un conseiller qui siège au conseil, pour pouvoir gouverner pendant tant d'années, je crois que c'est 3 ans il me semble. Et ça faisait très longtemps que des marins n'avaient pas été choisis. Donc Laura est la représentante des marins. Elle tient à cœur vraiment de trouver des arrangements pour son peuple. Mais Laura a un secret que Equinox a découvert dans le premier tome. Et elle se retrouve un petit peu partagée entre ses devoirs envers son peuple, son secret qu'elle veut protéger.
Et voilà, on a pas mal de choses. J'aime beaucoup cet univers, il est construit magistralement. Et c'est intéressant tout le long. Ça nous tient en haleine. Il se passe pas énormément de choses, c'est un peu comme dans le premier tome. C'est quelque chose d'assez lent, même si il se passe plus de choses ici. Parce que Laura va être la proie d'une guilde d'assassins, donc ils vont chercher à la tuer par tous les moyens. Donc ça c'était déjà dans le premier tome, là ça se termine un petit peu dans ce second tome, mais voilà, il se passe quand même des choses. Il y a d'autres personnages qui gravitent autour d'elle qui sont hyper intéressants, comme Mist, l'espionne du roi, qui traque Equinox et qui va être confrontée à elle, alors que Mist connaît pas mal de secrets de son statut d'espionne. Donc voilà, il ne faut pas qu'Equinox puisse accéder à ces secrets. Et puis on a une bataille entre Equinox et un de ses anciens immortels, un de ses anciens compagnons de voyage. Donc voilà, c'est ce qui solde un petit peu ce second tome. C'était quand même super prenant, super haletant, très addictif, et je suis contente de découvrir cette histoire, ce world building incroyable. Donc avec les géants. Alors le but final d'Equinox, c'est découvrir le secret des géants, découvrir pourquoi ces géants, ces personnes qui sont comme des dieux sont partis, ont laissé les humains vivre leur vie, pourquoi ils se sont cachés dans les montagnes. Voilà, c'est son but, et elle va essayer au fur et à mesure des tomes d'en découvrir un peu plus, et pour nous-mêmes du coup on en découvre un petit peu plus à chaque tome. Donc voilà, une très bonne saga fantasy que je vous recommande à 100%. J'ai sorti sur un coup de tête ce roman qui est la suite de... qui doit être quelque part par là. Oui, je regarde par là parce que le premier tome doit être en attente que le second tome le rejoigne. C'est Des nuits de sang et de... je ne sais plus. Bon, il est caché derrière d'autres livres, donc je peux pas vous dire. Mais j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, donc je me suis lancée dans ce second tome sans trop savoir ce qui s'y passait, ce que c'était, si c'était une suite, si c'était un préquel, si c'était quelque chose, je n'en savais rien. Je peux vous affirmer à présent que ce roman se passe avant le premier tome, puisqu'on retrouve un des personnages du premier tome à la fin de celui-ci. Donc voilà, la boucle est bouclée en quelque sorte. On est sur une île, l'île de Scan, qui a été un refuge pour des centaines de personnes qui ont dû fuir leur monde face à l'occupant. Ils sont partis, ils se sont réfugiés sur l'île de Scan, sauf qu'il y a une étrange malédiction sur cette île. Quand le ciel se part de vert, des aurores boréales, ce genre de choses, la déesse est contente. Lorsque le ciel se part de rouge, il faut s'attendre à une énorme épidémie où il y aura énormément de morts. Et c'est ce qui se passe quand Jana sort de la grotte où elle se réfugie pour écrire. Voilà, elle écrit sur les murs, elle dessine sur les murs, elle raconte sa vie sur les murs. Elle sort de cette grotte et là, elle voit le ciel rouge sang. Et elle court à son village, mais ils sont déjà au courant. Ils savent que l'épidémie de peste va arriver. Et ils prennent la décision de se clôturer dans le village, de rejeter tous les nouveaux arrivants, tous les étrangers, de fermer ses portes complètement au commerce pour ne pas que la peste les touche. Sauf que Jana va subir ça, puisque Jana a toujours été en retrait du monde, complètement en retrait, une personne bizarre, une jeune fille que pas grand monde côtoyait, que tout le monde trouvait un petit peu sorcière. Et un an avant, il y a eu un drame. Jana a perdu son amour. On ne sait pas dans quelles conditions, on va l'apprendre plus tard. Mais voilà, elle est montrée du doigt parce que beaucoup de choses arrivent en sa présence. Beaucoup de morts. Il y a justement l'enfant d'une des personnes du village qui a mystérieusement disparu à la suite de sa rencontre avec Jana, qui aurait été emportée par les loups, et Jana en est tenue responsable. Donc voilà, Jana va être pointée du doigt, et on va dire que tout ça c'est de sa faute, qu'elle a mis en colère la déesse, et qu'il faut la sacrifier sur le bûcher pour pouvoir contenter la déesse, et peut-être que son sacrifice fera en sorte que la peste les épargne. Donc voilà, ça c'est le début du roman, je vous laisse imaginer, ça va être une épopée, puisque Jana va devoir s'enfuir, Jana va devoir trouver l'origine de cette peste, l'origine des dieux, comprendre pourquoi tout ça s'abat sur son village,
essayer de sauver quelqu'un à qui elle tient encore. Bref, voilà, une grande épopée très très dure. Très très dure. Déjà, rien que de vous dire que on va pointer du doigt une gamine de 18 ans et qu'on va la mettre sur un bûcher, vous pouvez déjà imaginer que l'univers n'est absolument pas tendre. C'est ce que j'aime dans cette saga. C'était un petit peu pareil pour le premier tome. Je l'ai lu il y a une éternité, donc je vous avoue que j'ai peu de souvenirs. Je sais qu'on suivait Osa, une jeune fille aussi. Et là, avec Jana, c'était dur parce que son histoire déjà est compliquée. Vraiment, il y a énormément de tristesse, de peur, de haine. Bref, c'est des sentiments très forts qui vous prennent à la lecture de ce roman. Donc voilà, je vous recommande cette saga parce que je ne l'ai pas non plus vue passer beaucoup. J'avais énormément aimé le premier tome qui était très poétique, voilà, sur une leçon sur la vie, etc. Ce second tome est plus dur encore. Mais voilà, ça reste dans un coin de ma tête comme une saga que j'ai beaucoup aimée et je vous dis la boucle est bouclée parce que à la fin de celui-ci on comprend en fait tout le début du tome 1. Voilà, donc en fait c'est un préquel, il est à lire quand même après le tome 1, mais bon, si vous le lisez dans le sens, je pense que ça n'a pas d'importance, vous comprendrez un petit peu mieux les origines du tome 1. Je vous parle de Divine Rivalité que j'ai fini hier soir. Et je n'ai pas encore choisi de nouvelle lecture parce que il me faut le temps de digérer celle-ci. Sachez que c'est un tome 1. Je n'avais pas fait le rapprochement, je croyais que c'était un tome unique. Mais en fait, si vous lisez l'arrière, vous voyez... Je crois que je l'ai vu à l'arrière. Non, je ne l'ai pas vu à l'arrière. Ah, ici. Divine Rivalité ouvre son diptyque Lettres d'enchantement. Donc, inutile de vous dire que ça se termine pas. Et je suis tellement frustrée. J'ai trop envie d'avoir la suite que je n'ai pas. Mais je me procurerai vraiment cette suite parce que ce roman, c'est un petit coup de cœur. On est en temps de guerre, mais pas la guerre qu'on connaît, puisque non, on n'est pas dans notre univers à nous. On est dans un univers de fantasy où des dieux se sont réveillés. Deux dieux se sont réveillés. L'un est très en colère. Le dieu Dacre, le dieu de la guérison, il me semble, s'est réveillé très en colère et va se mettre en guerre contre Enva, une déesse qui envoûte les gens par sa musique. Et en fait, les humains vont se retrouver au centre de cette guerre, puisqu'ils vont être les instruments de cette guerre. Ils vont aller combattre pour les dieux. Et c'est une guerre très sanglante. Nous allons suivre Iris, qui, elle, est une jeune femme de 18 ans, qui voit son frère partir à la guerre, qui a été enrôlé par Enva. Elle se retrouve toute seule avec sa mère, qui commence à boire, qui a perdu son travail. Et Iris avait fait la promesse à son frère de veiller sur sa mère et de ne pas abandonner le lycée. Sauf que elle n'a pas le choix, il faut qu'elle gagne de l'argent parce que sinon elle ne pourra pas vivre puisque sa mère est avachie sur le canapé en train de se saouler et n'a plus de travail, ne rapporte plus d'argent. Donc Iris va postuler pour une chronique dans un journal, le journal de Oat, on va dire. Sauf qu'elle a un concurrent. Roman lui aussi postule pour le même emploi, il n'y a qu'un seul emploi disponible, donc pendant une période d'essai, ils vont chacun écrire des articles et à la fin de cette période, le rédacteur en chef choisira qui aura le job. Donc voilà, il y a cette concurrence entre Roman et Iris et parallèlement, Iris, dans sa chambre, sur sa machine à écrire, écrit des lettres à son frère. Un jour, elle va les mettre dans le placard et elle va découvrir que ces lettres disparaissent. Donc elle va se dire, peut-être qu'il y a une magie supérieure, les dieux qui permettent que j'arrive à écrire à mon frère. Donc elle envoie ses lettres sans jamais aucun retour, jusqu'au jour où elle reçoit une lettre qui glisse en dessous de sa penderie et qui lui dit « Je ne suis pas Forrest ». Forrest, c'est le nom de son frère. Donc voilà, va s'en suivre des échanges épistolaires avec ce personnage qui n'est pas Forrest. On l'apprendra très rapidement que ce personnage c'est Roman, son rival. Lui sait que c'est Iris qui écrit les lettres, elle ne le sait pas.
Et voilà, il va y avoir pas mal de choses jusqu'au moment où Iris va décider de devenir correspondante de guerre et s'approcher au plus près de la guerre pour retrouver son frère. Et c'était... J'ai pas les mots. Je sors de cette lecture, je vous dis c'est un petit coup de cœur pour moi parce que c'était poignant, c'était beau. Il y a toute cette thématique sur le deuil qui est qui vous plombe, mais c'est un truc de fou parce que dès le début, Iris va être confrontée au deuil. Elle n'est pourtant pas en guerre, elle n'est pas proche du front, mais avant toute chose, elle va être confrontée au deuil et ça arrive tellement brusquement que ça vous prend aux tripes. Et une fois sur le front, c'est une horreur telle que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors il y a un trigger warning et je trouve qu'il est extrêmement bien fait puisque attention, donc alcoolodépendance, description explicite de blessures, description de cadavres, deuil, guerre, mort d'un proche, manipulation, violence. Et c'est exactement ça parce que mon Dieu, mais à quoi est confrontée Iris, mais à quoi est confrontée n'importe quelle personne, tout ça pour des dieux qui se battent, c'est affligeant, c'est révoltant. Et voilà, on va avoir dans tout ça une histoire d'amour qui va naître, une très belle histoire d'amour. On la voit venir, mais en même temps on a tellement besoin de quelque chose de réconfortant qu'on est content qu'elle se déroule comme ça. Et voilà, ça se termine horriblement et on veut la suite et j'ai envie d'avoir la suite pour comprendre, pour connaître le destin d'Iris et de Roman. Et je ne peux que vous le conseiller parce que vraiment c'est un roman épistolaire, donc on a le récit parsemé de lettres qui se lit extrêmement vite. On a des pics entre Iris et Roman qui sont assez drôles et assez qui donnent du piquant clairement dans l'histoire. Voilà, et puis voilà, je vous dis toute cette histoire qui vous plombe un petit peu avec cette guerre. Il y a des éléments fantastiques qui apparaissent puisqu'il y a des étrales qui viennent bombarder les villages. Les étrales, ce sont des sortes de dragons. On a les chiens du dieu d'Acre qui vient dévorer ceux qui restent dans les rues. Voilà, on a des éléments fantastiques qui fait que cette guerre n'est pas forcément qu'humaine, mais bon, c'est vraiment de l'humain et les ravages que ça provoque, et la perte, et le deuil, et des choses très très dures. Donc voilà, un roman en temps de guerre, dans de la fantaisie, avec une très belle histoire d'amour. Mais si vous l'avez dans votre page, je vous conseillerais d'attendre que le 2... ne soit pas trop loin de sortir, parce que là je pense que l'attente va être très longue. Et enfin je vous parle du thé pour les fantômes que j'avais lu sur ma liseuse pendant les vacances. J'ai mis très longtemps à lire ce roman parce qu'il faut un certain temps d'adaptation, puisque c'est très particulier comme roman. Il faut aussi une certaine concentration. C'est pas une simple lecture de plage, clairement pas. Même si ça se passe en été, je vous la recommanderais plutôt vers Halloween, parce qu'on parle un petit peu de sorcières, même si c'est pas vraiment des sorcières. En fait, je vous explique, on va suivre deux sœurs qui ont été élevées de manière totalement différente. Elles vivent dans une bergerie avec leur mère qui a d'étranges pouvoirs, on sait pas vraiment trop quoi. Une des sœurs a la particularité que lorsqu'elle ouvre la bouche, des papillons sortent de sa bouche, des papillons qui détruisent tout. Clairement, c'est une malédiction, ces papillons. Donc voilà, cette gamine, elle ne va pas à l'école, elle n'a quasiment même pas le droit de sortir de la bergerie, elle a une sorte de muselière au visage. Donc voilà, c'est affreux, vraiment une enfance affreuse pour elle. L'autre enfant, elle a pu aller à l'école, va même partir de la bergerie. Bref, il y a une rancœur entre les deux sœurs, puisque celle qui n'a jamais eu le droit de rien va jalouser sa sœur, qui a une relation plus privilégiée avec sa mère, alors qu'elle, elle se fait battre par sa mère, plutôt. Voilà, il y a tout ça. On est dans un réalisme magique, dans le sens où ça se passe
comme ça se pourrait se passer chez nous, mais avec des petites notes de magie comme ces papillons qui sortent de la bouche. On va apprendre que la mère elle a plus de 130 ans quand elle décède. Enfin bon, voilà, il y a tous ces petits éléments qui font nous dire que non, on n'est pas vraiment dans notre monde, il y a quelque chose de différent. Et ce roman est assez dérangeant parce qu'on alterne entre l'enfance des fillettes, le présent. Il nous est raconté par une personne extérieure, un narrateur qui nous raconte l'histoire des filles. Bref, c'est très particulier parce que clairement, moi quand je lisais ce roman, j'étais la majorité du temps perdue parce que déjà je me posais la question de qui était ce narrateur parce que je ne comprenais pas ce qu'il venait faire de l'histoire et qui il était. Par la suite, on comprend qui il est. Parfois, on voit du point de vue de Félicité qui est la fille normale de la famille, mais elle n'est pas forcément normale parce qu'elle est une passeuse de fantômes, elle voit les fantômes. Elle va faire toute une formation pour apprendre à servir le thé, à faire des objets, je ne sais plus, fantômes-propensibles, je sais plus le terme. Voilà, des objets que les fantômes peuvent tenir, etc. Donc pour faire boire le thé aux fantômes. Bref, voilà, il y a tout plein de choses comme ça. Et on a Agonie dans l'autre sens. Donc c'est la sœur qui a des papillons qui lui sortent de la bouche. Et voilà, en fait, en gros, le but de ce roman, ça va être que Felicity trouve sa mère. Donc sa mère est au téléphone avec elle. Elle ne finit pas sa phrase et elle décède. Et en général, les personnes qui ont quelque chose à dire reviennent en fantôme. Et donc Félicité va chercher à tout prix où est sa mère, retrouver son fantôme pour pouvoir la faire passer et qu'elle soit finalement en paix. Et c'est là qu'elle va se replonger dans son passé, qu'elle va comprendre qui était sa mère, tous les liens familiaux, remonter le passé, remonter le temps et retrouver sa sœur par la même occasion. Bref, voilà. J'ai trouvé que c'était très très particulier comme lecture. Je pourrais pas vous dire j'ai passé un super moment, c'est un coup de cœur, non. J'ai passé un moment assez compliqué parce qu'il faut beaucoup de concentration pour ce roman. Et je l'ai étendu sur, je sais pas, au moins 2 semaines. J'ai dû le lire en 2 ou 3 semaines et ça a été éprouvant pour moi, éprouvant. Je vous dis, j'étais un peu perdue entre ces allers-retours, je savais plus trop où on était, j'étais un peu perdue. Donc pour moi ça n'a pas été une expérience très agréable, mais je pense que si vous vous plongez à fond dans ce roman, vous pouvez en sortir avec quelque chose de hyper original et qui vous plaira. Moi, je suis assez partagée sur cette expérience. J'attends de voir si vous avez des retours par rapport à ça. Voilà, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, comme ça on pourra discuter. Ça me permettra aussi de faire le point sur un petit peu mes avis, parce que c'est en discutant qu'on peut peut-être comprendre des choses. Donc n'hésitez pas, vraiment. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.